Alors, bienvenue à cette table ronde sur le conte et l'imaginaire et tout ça avec nos invités qui ont sûrement des choses intéressantes à nous apprendre, à nous raconter. On va peut-être commencer par une petite présentation, comme on disait avec Sandra. On cherchait la définition du mot « bonne franquette ». On a dit on va faire ça à bonne franquette. C'est comme ça, comme si on était dans la cuisine, pas dans le salon, mais... On peut passer à la cuisine du salon quand même. Alors, on va commencer avec pas un des plus anciens. On va réserver le titre à l'auteur jeunesse le plus connu en Acadie, Melvin Galland. Mais on va commencer on va présenter M. Louis Pitre, qui est originaire du coin de Robertville, dans ce coin-là un peu. Beresford, ce coin-là, puis qui a surtout commencé, Louis a eu une triple carrière. Il a commencé comme chanteur pratiquement, pas de charme, là, mais, parce que le charme était déjà là, mais la chanson est venue après. Et il a fait plusieurs albums à l'époque, la chanson, au début de la chanson acadienne, hein, et puis après, carrière de professeur, pour finalement mal tourner et finir comme conteur. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Oui. Et puis, tant mieux, parce qu'il le fait bien, en plus. Merci. Et puis, à côté de lui, une autre qui a mal tourné dans le bon sens, Sandra Lecouteur, qui est bien connue, qui représente bien aussi l'Acadie un peu aux quatre points cardinaux. Et puis, qui a eu aussi, quand même, qui a fait pas mal d'expériences de vie aussi, qui a une carrière bien remplie, qui va nous raconter, qui est chanteuse, mais aussi qui est une conteuse naturelle. Même si elle voulait pas l'être, elle le serait quand même, parce que déjà chanter, c'est compter, c'est raconter. Et puis quand on a la chance d'avoir quelque chose qui précède aussi et qui véhicule déjà la musicalité qui vient après, c'est intéressant. Et M. Melvin Galland, que je vais rester dans la politesse, que je qualifierais peut-être l'ancêtre du conte acadien, d'une certaine façon, parce que c'est lui qui a vraiment remis à jour, dépoussiéré les contes de Tijan, hein, qui sont connus vraiment. Il y a eu toute une série de ça. Et qui en a fait finalement un peu l'auteur jeunesse, parce que je pense que c'est dans toutes les écoles, c'est partout. Et non seulement, il n'a pas seulement fait ça, mais il est allé à l'époque étudier en France. Il est revenu avec des gros diplômes. Imaginez-vous, il a même étudié les sciences politiques. Ça, il s'en vante pas. Mais j'y disais, peut-être qu'il aurait dû faire de la politique. Imaginez-vous, peut-être que ça nous aurait mieux servi. Mais c'est une forme de conte aussi. Alors, il va nous dire comment ça se passe. Et puis, Eric Kennedy, qui est un Braillon pur laine, ou à peu près, oui. Alors, qui est allé, à un moment donné, se perdre aux îles de la Madeleine et qui nous est revenu avec un recueil qui s'appelle « Légende de l'archipel du milieu », où apparemment, il y a vraiment des histoires assez spéciales, dont une qui pourra nous parler plus en détail, qui concerne une sirène là, qui a perdu ses écailles. En tout cas, peut-être on le verra en cours de route. Mais pour commencer, je pense qu'on donnerait la parole à Melvin Galland, qui pourrait, je pense, nous faire un survol finalement, puis sinon qui peut le faire, c'est bien toi, je pense, un peu du voyage du conte en Acadie, comment le conte est arrivé ici, puis comment il a survécu, puis comment toi, tu l'as repris à un moment donné pour le réactualiser, puis nous l'amener jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est tout un programme. Ah oui, mais on n'est pas pressé, là. On a le vent dans le dos, là. Oui, c'est vrai que le conte en Acadie est bien là depuis bien longtemps. Il y en a à l'île du Prince-Édouard surtout, on dirait que ça a duré plus longtemps là. Et Georges Arsenault, qui est assez bien connu comme folkloriste, l'a déjà utilisé ces bandes de contes parce qu'il a sillonné l'île du Prince-Édouard pour enregistrer beaucoup de contes. Alors moi, comment le conte m'est venu, je sais vraiment pas pourquoi. C'était à l'occasion de la fondation des éditions d'Acadie. Et puis, on avait reçu plusieurs manuscrits. Puis, 3 ou 4 ans après le début, je me suis amusé à transcrire un conte. Puis ça m'a donné la piqûre. Je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Et parce que je l'avais montré aux gens, des évaluateurs des éditions d'Acadie. Puis ils m'ont dit, il faut publier ça. C'était quoi comme conte à ce moment-là? C'était la série qui est sortie au début, qui s'appelait Tijan, conte acadien. Il y en avait 8 contes dans le même. Alors c'est comme ça que ça a commencé, puis ça a continué
avec petit Jean, puis c'est venu petit John, parce que j'étais dans une école, puis l'institutrice m'a dit comment ça se fait, qu'on parle tout le temps des gars, puis on pas des filles, quoi. Alors j'ai décidé de faire une petite Jeanne. J'ai fait, je crois, quatre volumes avec petite Jeanne, dans le même genre qu'on appelle des contes merveilleux. Et ça a continué comme ça. Puis là, après, je suis venu avec le roman historique les dernières années. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé pour moi. Puis là, j'aimerais finir avec le conte, parce que je trouve que c'est le temps de s'arrêter à un moment donné. Oui, mais si c'est pas arrêté après des siècles, tu sais, parce que le conte il est arrivé en Acadie. Les origines du conte qu'on trouve en Acadie encore aujourd'hui, ça a quand même traversé d'un cale de navire avec le scorbut, avec les rats, avec tout ça. Ça a pris racine. Ça a survécu à la déportation, à la conquête. Ça a survécu parce que l'imaginaire est plus fort que tout ce qu'on peut essayer d'effacer d'un peuple. Toi, comment t'expliques cette force-là, cette vitalité? Juste par la tradition orale, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'enregistreuse, il n'y avait rien. Il y avait juste la volonté de transmettre cet imaginaire-là qui faisait vivre, qui faisait rêver, qui réchauffait l'hiver, qui donnait une atmosphère. C'est ça. Puis c'est pour ça que je suis arrivé au conte écrit, parce que je trouvais que c'était un bon tremplin, le conte traditionnel, populaire. Et donc, ça m'a donné le goût d'aller plus loin. Et voilà. Puis comment t'expliques, avant qu'on passe à quelqu'un d'autre, comment t'expliques que, tu sais, il y a une espèce de résurgence du conte depuis 10 ans, parce qu'à un moment donné, il est disparu un peu sur la poussière quand la télévision est arrivée, quand les autres médias sont arrivés. Puis là, ça revient à l'heure de la technique, où on n'a jamais été aussi technique sur la planète. On a un besoin de retrouver une parole, de retrouver un interlocuteur, de nourrir un imaginaire qu'on ne peut pas acheter, disons, dans un magasin d'électronique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ce que tu dis là, il y a eu un retour tout à coup. On a commencé à écrire un autre type de contes, mais des contes quand même, qui correspondaient à ce qu'on avait vécu, peut-être. Donc, c'est là qu'on en est, je crois. Puis pour en donner la parole, parce que comme tu dis, dans le conte, souvent les héros, c'est souvent des hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes. Alors pour donner la parole à une des petites Jeanne, peut-être, on pourrait, à notre amie Sandra, toi, je veux dire, tu as été nourri de ça finalement, mais comment tu es venu au conte qui t'amène à la chanson, qui nourrit tout ça, mais c'est indissociable chez toi, dans le fond. Ben, je suis pas venu, là. Moi, je suis venu au monde à l'île Miscou, puis... On n'entend pas beaucoup. Non, on n'entend pas beaucoup. On pourrait monter un peu parce qu'on n'entend pas. Je suis originaire de l'île Miscou, puis ça a tout nourri l'imaginaire. Mon père disait qu'il n'y avait pas grand-chose à Miscou, il y avait la moitié d'Half Nothing, tu sais. La moitié d'Half Nothing. C'est pas grand-chose. On avait 4 églises, puis 2 petits magasins, puis ça s'arrêtait là. Alors, tout naît de l'imaginaire, tout naît des légendes, des contes, puis c'était tout vrai. C'est comme moi, j'ai été élevée avec le monstre, la gougou, ça crie-tu en avant? Le micro-cri? Je vais attendre qui c'était. J'ai venu au monde avec la gougou. Bon, on a un phare chez nous, le phare qui va avoir 160 ans cette année, qui a eu 160 ans, et... La madame du phare, elle avait pas de petite fille, ça fait qu'elle m'empruntait les fins de semaine. Maman venait m'amener au phare, puis je restais là pour la fin de semaine. Puis moi, je vivais avec ce monstre-là à côté de moi, qui était la grosse lumière du phare qui lichait la baie des Chaleurs. Puis j'entendais le monde parler de la gougou. Puis dans ce temps-là, c'était le gougou. Moi, je l'ai féminisé parce que je trouvais que ça lui donnait un coup de jeune. J'aimais mieux que c'était une femme là, qui s'occupe de... Dans le fond, Champlain avait situé le gogo un peu au large, entre Passepaya puis chez vous, finalement. Ça fait qu'elle naviguait dans ces eaux-là. Oui, moi puis la Gaspésie, on chicane. C'est à qui ça appartient, la gogo? Il y a une patte à moi, puis il y a une patte aux autres. Mais c'est l'affaire que lui, Samuel de Champlain, il a marqué dans son livre de bord que son équipage l'avait vu. Non, mec... faut tout qu'on croit qu'ils écrivent. Non. La description est bonne, hein? La description est bonne parce que c'est un monstre à tête de femme qui mesure vingtaine de mètres, pleine de ventouses, avec des ventouses. Puis ce qu'elle faisait, elle,
elle mangeait les Micmacs. Elle mangeait pas les Blancs. Tu sais, déjà là, c'était raciste, là, déjà en partant, là. Puis, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle les attrapait, puis elle en mettait dans ses ventouses, puis quand elle avait un crush de sucre, là, tu sais, comme quand elle avait envie d'une gâterie, ben, elle en avait de spare, là, tu sais. Puis, finalement, maintenant, ben, elle existe, on l'a vue. Moi, je l'ai vue 2 fois à Gogo. Puis, ce qu'elle T'aurais aime... dû la poser. Non, mais tu sais, il faut jamais le monde la voir, là. C'est comme le monstre du Loch Ness, ça, là. Mais elle, à cette heure, vu qu'on n'a plus de Micmac chez nous, ben, elle s'intéresse beaucoup aux Québécois, les gens des Îles-de-la-Madeleine, les Français. Elle aime les résistants. Elle aime les résistants. Alors ça, moi, j'ai vécu avec la Gougou, j'ai vécu avec l'île au trésor aussi, mais tu peux passer quelqu'un d'autre, puis on reviendra plus tard, là. Toi, Louis, est-ce que vous m'entendez? Oui. On n'entend pas le micro, là. On n'entend pas en avant. On prend pas. 1, 2, Oui. Allô, oui? Bon, OK, oui, on va revenir avec Louis. Toi, t'es arrivé au compte assez tard dans ta vie. C'est pas péjoratif de dire ça, non. mais... et puis, c'est bien parce que tu te fais vraiment des comptes pour enfants. Oui. Mais tu fais tes comptes à toi aussi, mais il y a sûrement des origines. Tu dois quand même puiser un peu dans la tradition. Comment tu vois ça? Comment tu travailles, toi, au niveau du compte? Ben, je vais te dire, Sylvain, moi, je suis de la génération du bonhomme 7 heures. Moi, quand j'étais petit, le bonhomme 7 heures, il y a eu beaucoup de contes qui ont tourné autour de ce personnage. J'adorais aller écouter Jim Obey qui nous racontait des histoires à nous faire peur. Adolescent, ben, bien sûr, les contes de Tijan. Ben ça, j'ai toujours adoré ça, moi, les contes. Puis quand Melvin Galland a commencé à écrire les contes de petits gens acadiens, ben là, c'est encore plus excitant. Puis dans le temps, après ça, ben, j'ai évolué du côté de la chanson. Puis ben, j'avais toujours le goût de m'écrire des petites histoires. Puis après mon accident, ben, veux pas, j'ai abouti à l'écriture parce que j'étais un gaucher, puis j'avais été épargné ce côté-là. Puis j'ai commencé à écrire petit à petit des contes, juste dans mon imaginaire comme ça, mais je me faisais croire que c'était des contes. Pas les contes dans le sens du conte traditionnel, mais les miens. J'ai commencé à inventer ça. J'écrivais pour mes petits-enfants. Puis c'est Jean Coilette, l'autre bout là, de la maison, les éditions La Grande Marée, une journée qui avait lu une histoire que j'avais écrit cette histoire pour ma petite fille. Et il a dit, c'est pas juste bon pour ta petite fille, ça c'est bon assez pour les autres petites filles en Acadie. Ça a commencé comme ça. Puis je suis rendu à mon 4e, ça va bien. Les enfants aiment ça. Mais c'est quoi que tu fais comme conte? Ben, par exemple, le premier avec lequel j'ai commencé, c'était Minouche, le petit reine. Il n'y a personne qui avait parlé ou qui avait dit que Rudolph, au nez rouge, avait un petit garçon. Moi, j'ai inventé le petit garçon. J'ai fait un conte autour de ça, comme quoi il va être comme son père. Après ça, il y a eu un conte autour d'une fée, la fée des mots. C'est ma petite fille Annabelle qui veut que je lui écrive un poème. Donc, je vais en forêt, je rencontre la fée des mots. Tu vois? Puis ensuite, l'autre, c'était le trésor de Jack Simon. Mais ça, c'est plus comme une histoire. Je dirais plus une histoire. Puis là, dernièrement, ben, là, j'ai sorti un conte qui va s'appeler Arthur le siffleux. Puis j'avance comme ça, au fur et à mesure, dépendant de ce qui me passe dans la tête. Mm-hmm. C'est dans le pur imaginaire. Je suis bien là-dedans, moi. Mais écrire comme ça pour les enfants, surtout des contes que tu réinventes aussi, il faut vraiment se donner le droit de redevenir un enfant soi-même aussi. Il faut que tu tales dans cette énergie-là, dans le fond, que tu t'es pas de dire, ben ça, je dirais pas ça. Ben non, il faut que tu te donnes le droit au merveilleux qui, peut-être dans la vraie vie, qu'on croisera pas tous les jours aussi. Ben justement, c'est ça, moi, qui me nourrit. Hein. J'écris, mais parfois, je me dis, j'écris pour me donner l'occasion d'aller raconter. Parce que je considère que c'est une de mes forces, ça. Fait que quand je suis avec les enfants, je suis devant des enfants qui sont à l'état d'émerveillement. Puis ça, bien sûr que ça éveille le mien. Donc, il se passe de la magie entre les petits et moi. C'est le plus beau public qu'on ne peut pas avoir, les enfants.
Ça te critique pas, ça se lamente pas, ça te regarde, puis ils aiment ce que tu leur dis. Ça nous amène au petit jeune de la gang, comme on dit, Éric Kennedy. Toi, tu vas nous dire comment tu es arrivé au conte. Je pense que c'est un peu par hasard. Tu es arrivé par bateau aussi, peut-être d'une certaine façon, oui. Oui, c'est ça. Un peu comme le conte à l'origine. C'est beau. Oui, moi, en fait, c'est durant un voyage. Donc, moi, j'ai fait un voyage vers le conte. La place était pas mal assurée avec des bonnes pointures. Puis moi, ben, j'aime ça faire les choses différemment. Donc, j'ai décidé de créer de toutes pièces des histoires. Mais c'est ça, c'est par accident. Parce que quand je suis arrivé aux îles de la Madeleine, donc, comme tu le disais, les gens de l'archipel du Milieu, ça se passe aux îles de la Madeleine. Moi, j'allais là pour faire un reportage, pour vendre la destination. Ben, je suis tellement tombé en amour avec le paysage, avec l'énergie des habitants, avec le monde, les Madelinots, puis leur imaginaire, leur passé, leur résilience. Je me dis, non, il se passe trop quelque chose ici, il faut que j'aille plus loin. Puis c'est tellement allé me chercher profondément que oui, je me suis découvert, j'aimais écrire évidemment, mais je me suis découvert cet aspect-là de conteur ou j'aime déjà mélanger le vrai et le faux. Tu sais, avec Utopia, c'était un peu ça. C'est moderne, mais on pouvait plus départager le vrai le réel de la fiction. Puis là, je me suis amusé dans ce recueil-là à faire la même chose. Donc, à partir de faits historiques, c'est Champlain, oui, il a rencontré la Gougou. Ben moi, ça m'a frappé parce que j'avais décidé de faire Champlain comme un membre d'un ordre qui chasse des monstres. Puis dans cette histoire-là, c'est son fils, en fait, qui nous raconte l'histoire. Puis c'est après que j'ai fait la recherche, je me suis dit, mais voyons donc, c'est vrai, au lac Champlain, il a affronté une bébite, il y a donc dans la baie des Chaleurs. Je me suis dit, c'est pas un pur hasard. La légende est inspirée de faits historiques, ben je me dis, ben on y est dedans. Puis de fil en aiguille, donc j'ai eu d'autres histoires. Puis, justement, pour enchaîner là-dessus, ça m'amène à parler au savant du conte, qui est Melvin, que je considère un peu comme ça. Mais comment t'expliques ce besoin, comme Champlain, de raconter, de voir des monstres, de voir des choses? Je pense qu'à l'époque, les découvreurs avaient besoin de revenir avec des histoires comme ça. Hein? On découvrait le Nouveau Monde d'une certaine façon, puis il fallait quasiment... grandir un peu au niveau de... Toi, dans tes recherches, pourquoi, comme dans Tijan, c'est toujours des histoires de rois, hein? Puis c'est souvent le prolétaire qui va gagner contre le roi ou qui va avoir des ruses ou qui va trouver une façon... C'est un peu, quoi, l'opposition de service, le conte, à l'époque? Comment que c'est, au niveau de la monarchie, à cette époque-là? Je ne sais pas, au niveau de la monarchie, je ne sais pas exactement, mais... Ah oui. J'essaie toujours de relier le conte que je fais avec des événements plus connus. Comme par exemple, une fois quand Tijan arrive sur un champ de bataille avec le roi d'en haut et le roi d'en bas, les choses allaient mal pour le roi d'en haut. Ça fait que Tijan a dit, laissez-moi de diriger votre armée, puis on va gagner ça. Ça fait que Tijan s'organise pour amener où il est centaines de quarts de tonneaux, puis il se prend une centaine de soldats, puis il met un soldat dans chaque tonneau. Il dit, on va leur livrer de la nourriture, parce que c'est ça qui manquait le plus. Donc, arrivé dans le royaume du roi d'en bas, ils ont fait sauter les couvercles, puis les soldats sont sortis, puis peu de temps après, ils ont mis l'armée en déroute facilement, puis ils ont gagné la guerre. Mais il y a toujours un lien, là. Je pense qu'il y a toujours des liens parce que c'est un peu le pendant du cheval de Troie aussi, d'une certaine façon. Oui, bien sûr. C'est une façon de l'amener. C'est ma façon de fonctionner. Mais souvent, dans ces contes-là traditionnels, il y a souvent le petit qui gagne contre le gros. Ah, presque tout le temps. Oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est une façon de se défendre contre un géant qui est plus grand que soi? De rester optimiste aussi, puis avec l'intelligence, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas seulement la force, parfois c'est la force, mais parfois c'est une manière intelligente d'agir. OK. Puis toi, Sandra, finalement, c'est quoi qui t'intéresse au niveau du conte? Parce qu'à travers tes spectacles, tu racontes dans le fond autant que tu chantes. Ben,
Oui, parce que moi, les choix de mes chansons sont axés là-dessus aussi. C'est la théâtralité. Puis, j'ai commencé à mettre, à compter dans mes spectacles pour adoucir les ponts entre les chansons que je faisais, parce que moi, j'aime bien les chansons dark, là. J'aime bien ça. Ça fait qu'entre deux chansons dark, j'avais un conte. Pas un conte, mais je racontais. Je racontais des expériences de mon vécu à Miscou. Puis, parce qu'à Miscou, c'est plein il y en a de la légende. Il y a les loups trésors. Et ça, je me suis aperçu que les gens me disaient, ben, on aime autant quand tu cantes que quand tu chantes. C'est pareil. Ça fait, j'ai gardé ça aussi, là, tu sais. Mais je sais pas si je vais un jour m'asseoir puis écrire un conte. Ça viendra peut-être, on sait pas, là. Mais c'est sur scène que ça prend toute sa lumière, là, tu sais. Ça me nourrit là, tu sais, direct, là, quand que je suis au micro, là. C'est de l'improvisation aussi. Mais je sais de quoi je parle aussi, là, parce que je l'ai vécu. Mais c'est une manière c'est une chanson, pas de musique, là. Ça m'amène à poser une question qui s'adresse aux quatre. Dans le fond, vous répondrez comme vous voulez à tour de rôle. Mais justement, ça pose la question de l'imaginaire, de l'insularité au niveau du conte. Hein? Quand on regarde ça, je veux dire, les îles sont toujours un terreau fertile pour le conte. On dirait qu'on a un besoin on réinvente le monde à partir de la lunette, de l'horizon qui nous entoure. On a besoin de se donner un autre. Mais pourquoi c'est si riche, justement, la tradition orale encore dans les îles, que ce soit à Miscou, que ce soit aux îles de la Madeleine, que ce soit à l'île Saint-Jean, que ce soit à l'île de Caraquette ou ailleurs, il y a des histoires partout. Ben, c'est la proximité. Comme moi, je parle pour moi, là, ben, à Miscou, il n'y avait pas de pont. On avait un traversier. Bon, qu'est-ce que tu fais, là, tu sais? Il arrête de traverser à minuit, puis il commence à 8 heures le matin. Puis il y a 2 semaines, l'automne, il ne traverse pas, puis il y a 2 semaines au printemps, il ne traverse pas. Donc, les maisons chez nous n'avaient pas de porte. Tu sais, je dis ça que les maisons n'avaient pas de porte parce que tout le monde connaissait tout le monde savait ce que tout le monde faisait, puis tout le monde se contait des histoires, puis tout le monde contait des menteries, puis tout le monde croyait tout le monde. Ça fait que, tu sais, on s'est inventé toutes sortes de monde, puis quand j'ai sorti de l'île, puis j'ai atterri à Chupagan, là, j'étais à Paris, moi, là, puis, tu sais, c'était un autre univers, là. Je cherchais le métro. Je cherchais le métro, puis l'île au trésor, là. T'es arrivé au CVZ. Si je peux ajouter là-dessus, moi, quand je suis allé aux îles, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'eux, ils appellent ça la Grande Terre, donc le reste. Puis eux, ils sont, dans le fond, isolés, oui. Puis bon, dans le temps, mais évidemment que les livraisons de tous les matériaux dont il y avait besoin n'arrivaient pas souvent. Ça pouvait être des semaines, des mois. Même aujourd'hui, des fois, ils sont coupés carrément du monde. Il n'y a pas de bateau, pas d'avion. Dans les tempêtes de neige, des fois, ils font des convois d'auto dont ils s'appellent par la radio. OK, le prochain convoi entre telle île et telle île part à telle heure. Puis là, c'est la police en avant, la police en arrière. Tu sais, on est en 2016, mais il y a encore ce côté d'isolement qui est fort. Mais en même temps, ça les tient, ça les tisse serrés. Puis, ben, ils n'ont pas toujours eu Facebook, les médias sociaux. C'est l'évasion aussi qui amène le compte. C'est l'évasion. Ouais, parce que tu veux t'évader de ce style-là que tu es pris dessus, là, tu sais. Ça fait que ça te crée un imaginaire d'évasion, là, tu sais. Oui, oui. Il y a le côté résilience qui revient beaucoup, tu sais. La nature, on est petit comparé à elle, mais on est fort quand même. On a des astuces. Des fois, on arrive à y jouer des tours, puis donc à résister. Donc ça aussi, ça fait travailler l'imaginaire. Quand tu vois les tempêtes qui s'abattent sur toi continuellement, les grands vents, les bateaux qui s'éventrent partout, tu te dis, waouh, on est tellement petits, ça nous rend humbles en même temps, mais ça nous fait penser quasiment que l'élément mythologique est tout le temps là. Puis nous, on est comme entre les deux, entre le sol et le ciel, on est comme du sable dans l'engrenage. Moi, je dis tout le temps que le dieu du vent Éole, il y a un chalet à Miscou, là. C'est là qu'on passe son automne. Quand j'étais au primaire, je vais reculer aussi loin que ça. On change de siècle, là. Oui, on change de siècle. Ben, je me souviens, moi, j'avais une enseignante qui, elle, nous faisait lire des livres, des contes,
Puis par la suite, elle insistait que nous, on invente des contes quand j'étais petit. Donc, j'ai grandi dans ce monde imaginaire-là. Ça m'a jamais quitté, ça. J'ai toujours aimé cette partie-là. Puis j'ai l'impression qu'elle est en moi. Puis à l'occasion, ben, il y a quelques muses qui viennent réveiller ces histoires-là que je racontais. C'est comme ça que j'en suis venu un peu à l'écriture de contes, entre parenthèses, là. Et pas les contes traditionnels, mais des contes où je fais parler des arbres, je fais parler mon chien, je vais faire parler une petite fille que j'invente, un petit chevreuil que j'invente, qui porte un nom minouche, ainsi de suite. Oui. Donc, c'est important. Toi, ce que tu as vécu quand tu étais jeune à l'école, puis ce qu'on voit aujourd'hui, le retour de l'heure du conte, ou le besoin qu'on sent de raconter, c'est important d'amener cet imaginaire-là aux autres générations. Ah oui, c'est à mon tour de passer le flambeau. Hein. Quand je vais raconter aux petits, moi, quand j'ai terminé, je leur demande toujours, oubliez pas, là, essayez de faire une plus belle histoire que ça encore. Ça, vous autres, vous êtes capables de le faire. C'est ça le message que je laisse. OK. Mais parce qu'il y a le conte qui est arrivé, hein, il y a le conte qui a voyagé, qui est arrivé ici, qui a traversé les mers, qui a pris racine et tout ça. Mais il y a lui aussi que l'histoire s'est forgée, que l'histoire a adapté ici aussi. On a les contes, bon, si on pense au Québec, c'est sûr, on a la chasse-galerie. Ben, mais au départ, quand on fait les recherches, je ne sais pas si Melvin va être d'accord avec ça, mais moi, j'ai trouvé ça dans certaines recherches. Au départ, la chasse-galerie, c'est un conte qui a été adapté ici parce qu'on avait des bûcherons. On n'avait pas de chasse à courre, mais en France, c'est un conte qui avait trait à la chasse à courre. Alors ici, on l'a adapté autrement parce qu'on y a donné on avait un autre espace, une autre façon de faire et tout ça. Comme quoi, dans les contes, le roi, c'est toujours un gros fermier, un grand fermier, parce qu'on n'allait pas plus loin que ça avant. Ici. Avec ses serres. Oui, c'est ça. Donc, on trouve, si on regarde dans le conte, on trouve beaucoup de ces éléments-là au niveau. Bien, je parle de la chasse-galerie, mais il y a aussi comme... puis j'aimerais que vous me donniez des exemples en Acadie ou ailleurs. Vous les avez mieux que moi, sûrement. Comme nous autres, on a Rose la Tulipe, là, bon, qui avait rencontré le diable en dansant et tout ça. Bon, bien ça, c'était beaucoup adapté aussi du fait que la religion était tellement forte, que la croyance populaire aussi était forte, que danser, c'était péché. Donc, tu dansais avec un inconnu, c'était comme danser avec le diable. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, t'avais un mauvais sort et tout ça. Et Rose la Tulipe, c'est un des contes les plus connus au Québec et tout ça. Et puis, on parlait tantôt des îles de la Madeleine, l'imaginaire des îles de la Madeleine. Ceux qui sont allés ou ceux qui connaissent un peu, un des contes, d'ailleurs, qui a été répertorié même par le père Anselme Chiasson, que je voudrais pas qu'on oublie ici, parce que c'était un des gros, qui a fait un gros travail au niveau du conte, que ce soit à Chétican, que ce soit... C'est tout lui qui a recueilli les contes aux îles de la Madeleine. Il est venu pendant 2 étés, avec une petite enregistreuse à ruban comme ça, puis il passait de maison en maison avec son informateur des îles, qui était M. Avila-Leblanc. Et puis, il allait dans la maison, puis il me l'a raconté personnellement. Il dit, j'arrivais là, petit père Capucin, tout ça, le monde avait quasiment peur de moi avec ma soutane, l'enregistreuse, il n'avait pas vu ça. Puis il passait les soirées enregistrées, puis il a tout retapé ces contes-là, il les a réécrits et tout ça. Puis heureusement qu'il y a eu la vision de savoir que c'était important à une époque où on pensait qu'on avait juste le goût d'oublier ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'aurait plus aucune trace de ça. Un peu comme toi, à ta façon, tu as retranscrit les Tijans ou tu les as amenés jusqu'à nous autres. Mais aux îles de la Madeleine, juste pour revenir à ça, il y a un conte qui fait partie vraiment de la tradition au Québec. C'est sur l'église de la Vernière. Vous connaissez l'église de la Vernière, qui est vraiment maintenant classée monument historique. Mais c'est une belle église en bois, vraiment, au centre des îles, et qui est en cours de construction. Elle a été construite avec du bois de naufrage, parce qu'on sait que les îles, c'est un cimetière marin, il y avait beaucoup de naufrages. Et il n'y avait pas tellement de bois aux îles, donc à toutes les fois qu'il y avait un bateau qui naufrageait, s'il était chargé de bois pour l'Angleterre ou ailleurs, ben on était bien contents. On priait pas pour qu'il s'échauffe, mais on disait merci quand c'était fait. Puis on pouvait se servir avec le bois pour faire autre chose. Mais alors, il y a un bateau comme ça qui s'est échoué, chargé de bois. Ils ont construit ils ont commencé la construction de l'église de la Vernière avec ça. Quand ils ont été rendus aux 3/4 de la construction, il a passé un squall, comme on dit là-bas, une grosse tempête de vent, l'automne, comme c'est régulier. Et puis l'église s'est démolie complètement. Alors, il a fallu commencer encore. On a reconstruit l'église une deuxième fois. Il est arrivé un autre squall, l'église a encore tombé.
Fait que là, ben, qu'est-ce que tu faisais dans ce temps-là? Tu allais chercher le curé. C'est lui qui avait un peu réponse à tout. Ça fait que surtout que c'était une église qu'on bâtissait, mais là, l'église, le curé, il dit, il y a sûrement quelque chose de pas normal, un phénomène paranormal là-dedans. Là, ils ont commencé à analyser l'affaire, puis se sont rendus compte que c'était un navire anglais qui s'était échoué, donc ça devait être des protestants. Alors, c'est pour ça que l'église refusait d'être construite 2 fois comme ça. Alors, le curé a sorti le goupillon et tout ce qui venait avec. Et puis, ils ont commencé à bénir le bois et tout ça. Ils ont reconstruit l'église une 3e fois. Aujourd'hui, elle est centenaire. C'est un reconnu monument historique. C'est un joyau. C'est vraiment superbe et tout. Puis moi, j'avais créé un festival de contes aux îles. Et puis, on recevait les conteurs, justement. Puis on les faisait raconter à l'occasion dans l'église en chair et tout ça. Puis j'avais fait raconter ce conte-là par Jocelyn Bérubé. C'est vraiment dans le lieu qui avait créé le conte, l'imaginaire, la légende. C'est assez merveilleux. C'est parce que je pense que les contes, finalement, se créent par eux-mêmes avec les gens qui les vivent aussi sur place et tout ça. Alors, vous autres, dans les contes vraiment qui se sont créés, disons, plus contemporains en Acadie, est-ce qu'on en a, qu'on retrouve, là? Dans le coin de la baie des Chaleurs, il y a eu le bateau fantôme. Ça a fait parler. Hein. Il y a eu beaucoup de contes, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont tourné autour du bateau fantôme. Le feu des Roussis, à partir de la légende du feu des Roussis, à Port-Daniel, dans ce coin-là. Mais d'ailleurs, Catherine Jolicoeur a fait sa thèse là-dessus, je crois. Hein? Elle a fait une brique sur le vaisseau fantôme. Mais il retrouve aussi... Ça vient d'une... sa origine, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais ça vient d'Hollande, hein, au départ. Ça s'appelait le Hollandais volant, au départ. Oui. Puis si on fouille, on trouve un peu... c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ça aussi, c'est quelque chose qui est venu ici à la voile, qui a traversé, puis on l'a réinventé, puis tout ça. Mais c'était beaucoup aussi au niveau des naufrageurs, là, ceux qui allumaient des feux le long de la côte pour que les bateaux s'échouent, pour qu'on puisse les piller, puis tout ça. Les gens n'avaient rien. Donc, ils allumaient des feux. Ceux qui naviguaient au large pensaient que c'était des phares. Ils s'approchaient. Il y avait des récifs, des hauts fonds, donc ils s'échouaient. Et puis le lendemain, tu avais des trésors à la côte. Puis chacun se servait, puis tout ce qui arrive à la côte appartient à celui qui le trouve. Oh. Donc, allume le feu, puis ça presse. Hein? Yeah. Tu parlais tantôt justement de la légende aux îles de l'Église. En fait, ma dernière histoire, Le piano du diable, c'est un peu un clin d'œil à cette histoire-là, justement, les bateaux qui font naufrage. Et moi, le bois, évidemment, on récupère ce qu'on peut. Moi, le bois, il y a quelque chose, il est hanté. Là. Il y a quelque chose de maléfique. Quand tout le monde commence à rafistoler à peu près tout ce qu'il pouvait rafistoler avec, il y a des apparitions, des phénomènes paranormaux qui... mais c'est ça, moi, je me suis inspiré un peu de ce que j'avais entendu, de ce que j'ai vu, des fois des éléments géographiques. Tu parles des écueils, les échoueries aux îles de la Madeleine, c'est très connu. Donc, ça fait partie beaucoup de leur imaginaire à eux. Mais, ouais, non, c'est ça, en tout cas, je sais pas pour les autres. Nous autres, on a l'île au trésor à Miscou. Mais c'est pas une légende, là, ça, ce que je vais vous dire là, c'est vrai, là. On a une source d'eau fraîche pas loin de cet île au trésor-là. Là. Ça, c'est l'île au trésor, là, c'est quand tu rentres dans l'île Miscou, là, c'est à gauche, là. C'est pas le premier chemin, là, c'est le 3e chemin. Et les bateaux arrêtaient là pour prendre de l'eau, puis il y en a qui se sauvaient, puis qui restaient pris dans l'île, puis ils amenaient des trésors. Il y a des pirates aussi qui cachaient le trésor là. Et tu peux aller sur l'île au trésor quand la mer est basse. Ça dépend avec qui ce que tu vas. Là. Arrange-toi pour aller avec quelqu'un qui est le fun pour passer la nuit avec, parce que quand la mer monte, tu peux plus bouger. Tu restes pris là-dessus. Il faut que tu t'arranges pour être avec quelqu'un qui fait ton affaire. Et tous les gens qui ont fouillé à l'île au trésor à Miscou pour trouver des objets, ils ont disparu mystérieusement. Il n'existe plus personne pour relater ça. Et on sait qu'il y a des trésors de cachés là. Il y a des grands experts qui ont venu. Puis je pense qu'ils ont trouvé
des morceaux de bateaux de vikings. C'est comme Oak Island en Nouvelle-Écosse. ça? Canadian Tire? Non, Oak Island. OK. Ouais, Canadian Tire, non. Mais peut-être qu'ils se sont inspirés, ils ont trouvé Je pensais que c'est là belles... qui est le trésor des C'est ça. Rangée 9. Ce serait un bel endroit pour faire un paradis fiscal s'il y a tout le monde pour aller s'ensevelir là. Non, mais ça, c'est une bonne idée pareil, là. OK. Une zone franche, hein, qu'on Oui. appelle. Hein. Ça paraît mieux. Non, mais il y a encore du monde qui cherche, là. Ouais, oui. Si vous venez à Miscou, là, vous allez voir, il y a des gens. Puis ça qui est le fun, quand tu arrives proche de l'île au trésor, tu vois le Golden Gate. Le pont de Miscou, là, c'est comme ça qu'on l'a nommé, le Golden Gate. Et il y a encore des Ça gens va être qui le cherchent. Sarah Gate que plus tard, ça va. Tu vas entretenir la légende. On va entretenir la légende. Mais il y a encore du monde, il y a encore des trous. Le monde fait des trous, ils font des trous. Pareil comme Gainsbourg, ils font des trous. Mais il y a des gens qui... Non, il n'y a pas... On ne sait pas. Il y a tellement quelqu'un qui a trouvé de quoi, mais on ne sait pas. Ah oui. Mais pour en revenir au conte, parce que le conte, je pense que c'est comme l'amour, c'est bien beau d'en parler, mais c'est encore plus le fun de le faire. Je pense qu'on devrait profiter finalement de la chance qu'on a d'avoir des conteurs sur scène. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Surtout une autorité comme Melvin, moi, que je trouve que c'est... J'aimerais ça, Melvin, que tu nous racontes un petit genre, parce que je pense que, tu sais, on peut pas passer à côté. C'est tellement important ici en Acadie, les petits gens, là. Est-ce que tu nous ferais ce plaisir-là? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, Oui? non, c'est impossible. Ben, en tout cas, Non. un petit résumé, un petit Je suis quelque un chose. conteur par écrit, moi. Je suis pas un conteur oral. Hein? Non, mais Ça fait sinon, longtemps juste nous qu'on se faire un prépare. petit portrait, peut-être. Ben, la Grande Barbounette, c'est l'histoire de la Grande Barbounette. Je l'ai trouvée à l'île de Prince-Édouard seulement. Je ne l'ai jamais trouvée ailleurs. Il s'agit d'une grande vache qui mangeait tout dans les champs, elle mangeait tout ce qui était pas. Puis un jour, elle a passé à côté d'un champ des choux. Puis le petit Jean plutôt a passé à côté d'un champ de choux. Puis il s'est caché. Quand il a vu la Grande Barbounette venir, il s'est caché en dessous d'un chou. Mais la Grande Barbounette, elle mangeait tout, elle avançait comme ça. Il n'a pas eu le temps de s'en aller que la Grande Barbounette l'a mangé. La Grande Barbounette s'est mise à souffrir après ça d'un mot d'estomac. On ne savait pas ce qui arrivait, mais c'était petit Jean à l'intérieur qui la grattait comme ça pour essayer de sortir. Pendant des jours, il a fait ça, puis il n'avait pas pu arrêter de sortir. Il n'a pas pu en sortir. Mais là, tout à coup, la Grande Barbounette, elle n'en pouvait plus. Elle s'est gonflée, puis elle s'est donné l'air, puis pouf! Petit Jean est sorti. Petit Jean est sorti, il était frappé contre un mur. Donc, après ça, il n'y avait plus qu'à aller à la rivière pour se laver un peu, parce qu'il ne sentait pas bon. Donc, sa vie va continuer. C'est vraiment du cause à effet, mais encore là, il y a un petit côté Jonas dans la baleine aussi, un peu. Toi, Éric, apparemment que tu as une sirène là, qui perd ses écailles, là, mais on ne sait pas trop dans quel bout. Là. Elle travaille, la sirène. Peut-être que tu pourrais nous raconter ça, mais c'est parce que c'est de la faute de ton éditeur qui t'a trahi. C'est la faute de Jacques. Mais en fait, saviez-vous, Jacques Cartier, quand il a découvert l'île qu'on n'appelait pas les îles de la Madeleine à ce moment-là, lui, les arènes. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait des sirènes. Mais là, lui, il s'est dit, oh boy, OK, là, il faudrait peut-être que j'avertisse le monde. Ou en fait, ce que je vais faire, je vais changer le nom. Mais je peux pas appeler ça les sirènes, tout le monde va y aller. Donc, il s'est dit, je vais mettre les arènes, un tas de sable, personne ne s'intéresse, donc le monde va passer à côté, il ira pas voir. Donc, ouais. Mais avant Jacques Cartier, il y avait eu un certain Saint-Clair qui, son arrière-grand-père, lui, avait en fait une cachette en Amérique. Et lui, il avait décidé à un moment donné de partir à la découverte de la terre de son aïeul. Et oui, il tombe sur une sirène, mais ça a comme pas bien été. Tout l'équipage se fait manger par la sirène. Sauf un, lui. Il va comprendre après pourquoi. C'est qu'une sirène, en fait, c'est pas si différent d'un être humain. Il y a certaines choses, des fois, qui doivent se passer pour assurer la survie de l'espèce. Donc, ma sirène, moi, mon histoire, c'est plus le côté anthropologique, puis l'amour, puis
Elle en perd ses écailles un petit peu, effectivement. Donc, Elle a préféré le déguster, si je comprends bien. oui, différemment, oui. Ouais, ouais. Et toi, Sandra, peux-tu nous faire un petit... Ben, je l'ai fait comme j'en ai parlé tantôt, mais Ah, ben, tu fais bien je suis ça, contente que c'est sirène parce qu'il y a des monstres féminins, il n'y en a pas. C'est pour ça que moi, j'ai la gougou, elle est devenue la gougou, là, parce que, tu sais, je voulais vraiment que... Puis là, ben, c'est sûr qu'avec les années, elle s'est modernisée. Elle est végétarienne, maintenant. Tant que t'en te feras pas la gougoune, c'est correct. Ben, c'est ça, là, tu sais. Non, mais, tu sais, elle peut... elle a un chum à cette heure au Loch Ness, là. Canadian Fait que- Tire. Au Canadian Tire. Et c'est ça, moi, dans mes spectacles, ben, je la modernise aussi. Là. Cette année, à Miscou, elle a apparu. Elle est revenue sur scène avec un afro orange. Là, tu sais, comme, elle a plus ses cheveux qu'elle avait comme avant. Puis, elle fait des selfish. Elle fait plus de... À Miscou, c'est des selfish parce qu'on vit avec la mer. C'est pas des selfies. Et... elle s'est modernisée, oui. C'est ça, les végétariennes. Là. Sauf quand, bien sûr, quand il y a des Québécois qui viennent chez nous. Tu comprends? Okay. Là, elle fait une exception. Asgard. Scarnivorise. Oui, c'est son sucre d'érable, tu sais. OK. OK. Alors, ben oui, c'est ça. Mais des sirènes, il y en a toujours, mais sauf je pense qu'on les aime mieux dans les contes, on les aime mieux dans l'imaginaire que les sirènes de police ou d'ambulance, parce que c'est ça qu'on a aujourd'hui, qu'on entend beaucoup plus, qui se font beaucoup plus entendre et qui nous font beaucoup moins rêver aussi. Qui nous déplument de temps en temps Oui, aussi. c'est ça. Et Louis, toi, tu t'enclaireras pas comme ça non plus. T'as voulu venir à cette heure, faut que tu restes. Bon, moi, je suis pris que ça. Moi, il y a un des contes que je raconte aux enfants, c'est Feuille de lune. Feuille de lune, c'est la fée que je rencontre dans la forêt. Je commence ça tout bonnement, toc, 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 un samedi matin. J'ouvre la porte, il y a cette belle petite fille, pas n'importe qui, c'est ma petite fille, Annabelle, qui me regarde comme ça. Puis je lui dis, mais comment ça fait que t'es pas en train de jouer, toi, avec tes amis à l'école? Mais elle me dit, grand-père, je suis venu te demander de m'écrire un poème. Ben, j'ai dit, Annabelle, j'écris plus ça, moi, des poèmes. J'ai plus de mots. Puis c'est là où est-ce que l'histoire va commencer, parce qu'elle me dit, ben, regarde, va à la bibliothèque, il y a des mots là. Ben, j'ai dit, j'aime pas ça aller là, moi. On peut pas parler. Elle m'a regardé. Elle a mis ses mains sur les hanches. Puis elle a dit, grand-père, si t'aimes pas les bibliothèques, ben, va voir dans le bois. Il y a des mots qui se cachent là. Ben, j'ai dit, comment est-ce que tu sais ça, toi? Ça n'a pas de bon sens. Elle a dit, c'est mon père qui l'a dit. Ben, je peux pas aller m'ostiner contre elle. C'est mon fils. Donc, je pars dans le bois, puis je m'en vais à la recherche des mots. Et puis c'est là que ça commence. Tout à coup, il y a des feuilles qui volent en l'air comme ça. Puis je vois une madame sur une souche. Ben, j'arrête mon compte là parce que ça prendrait 3 quarts d'heure pour raconter ça. C'est ça que je vais rencontrer des écoles. J'adore. Parfait. Alors, il nous reste 5 minutes. Peut-être si vous voulez faire un petit tour, faire un petit commentaire sur, je sais pas, la santé du conte en Acadie, à notre époque. Moi, je pense que ça va tout le temps exister. Oui. Moi, je pense que ça va tout le temps exister, malgré ce qu'on dit qu'avec les téléphones intelligents, tout le monde a le nez dedans, là. Ça va c'est un besoin, ça, qu'on a de se mentir, de se compter des menteries. Ben, c'est pas vraiment... Il y a un vieux aux îles qui m'avait dit une fois qu'il était pas menteur, mais il forçait la vérité. C'est ça. Hein? Je pense que le conte, c'est ça, dans le fond. C'est plus forcer la vérité que mentir. Puis la C'est nostalgie l'embellir, aussi. c'est l'habiller avec une robe de mariée, tu sais, Ouais. comme Non, ça va tout le temps exister. Moi, j'ai pas peur pour ça, là. J'ai pas peur que ça... C'est comme le ça gars va qui était mourir. pas voleur, mais il était chanceux pour te trouver. Ouais. Oui, puis moi, j'invite le monde à venir aux îles, aux îles de la Madeleine, mais à venir voir l'île au trésor. Mais penses-tu Vous faire qu'à- prendre avec quelqu'un. Penses-tu qu'à un moment donné, tu vas avoir le goût d'écrire peut-être un recueil de contes ou de Oui. travailler plus autour de ça? Tout est possible. C'est quand il va y avoir du temps dans le cerveau.
J'ai juste le temps dans le cerveau. OK. Toi, Melvin, tes projets, est-ce qu'il y a encore des comptes sur l'établi, sûrement? Est-ce que je veux dire, est-ce que tu as le goût de ramener autre chose à ce niveau-là? Oui, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant, de faire un compte. J'ai d'ailleurs commencé un peu. Je veux faire rencontrer des personnages célèbres des contes. Comme qui, disons? Disons Mowgli. Je ne sais pas si tu connais Mowgli, le roi de la forêt, là. OK. Et puis qui parle avec les... plus près. qui parle avec les animaux. Ah, Mowgli? Oui, Mowgli. OK. Et puis, ça l'intrigue parce qu'il ne comprend pas, Tijan ne comprend pas qu'est-ce qu'ils disent. Sauf qu'à un moment donné, ils découvrent, ils sont en train de parler verlan. Ah oui. Hein? Ils parlent verlan et c'est comme ça que... Non, Marguerite. Oui, continue. Marguerite, non. Continue, Melvin. Continue. Non, je ne sais plus où le temps. Ouais. Non, ben c'est ça, tu veux faire rencontrer des personnages. Oui. Oui. Il va venir la Belle au Poisson même, tu sais. Mais... Tu vas la réveiller, j'espère. C'est ça. Ouais. Mais elle va s'endormir tout de suite après. Mais c'est des choses comme ça, c'est temporaire. Ouais. Mais j'essaie de faire illusion au conte en général. Oui. Au personnage du conte. OK. Toi, Éric, les projets, est-ce qu'il se passe des choses au niveau du conte? Oui, ben en fait, en ce moment, je suis en train d'écrire une des histoires comme un antépisode de l'histoire de la sorcière des arènes, le fils de Champlain. Donc, on va retourner en arrière pour comprendre, en fait, pourquoi Champlain est venu ici. Donc, oui, il a affronté la gougou, mais c'est ça. Donc, il n'y avait plus de monstres à chasser ailleurs dans le monde. L'Amérique était là-bas. On parlait tantôt qu'on transporte notre imaginaire. Ben c'est ça. Donc, moi, je vais explorer la nouvelle mythologie, si tu veux, américaine. Donc, créer des nouveaux monstres, s'inspirer de ça serait bon réels. qu'on aura notre propre mythologie acadienne. Oui, inspiré des Amérindiens, l'Acadie. On fait ça, on va faire ça. Oui, on fait ça. OK. L'année prochaine, on va avoir notre mythologie. Et moi, je crois que vers la fin décembre, il va sortir un nouveau petit conte, une histoire. C'est Arthur le Siffleux. Ça va tourner autour du carnaval du Siffleux. C'était un carnaval d'hiver que j'ai connu, moi, quand j'étais jeune. Ça fait... C'est biographique. Peut-être. Je vais peut-être me transposer dans un siffleux. Mais je me suis mis dans la tête, avec ce conte-là, ça m'a propulsé à rentrer de nouveau d'un studio de musique. Puis je vais faire une petite chanson pour les enfants avec ça. Le slam d'Arthur. Tu nous en fais Ça va swinger. Tu nous en faire un petit bout? Non. Là, je me mêle trop de mes mots que ça. Mais je pense qu'on peut pas terminer cette belle rencontre sans... on peut pas faire mentir le conte, comme on dit, il force la vérité. Mais on peut peut-être faire mentir la légende. Et comme Melvin disait, il n'y avait pas beaucoup d'héroïnes féminines dans le conte acadien. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir du livre puis rentrer dans le vivre. Puis on a la chance de le faire parce qu'on a vraiment un conte vivant. Puis je vais demander qu'elle vienne nous voir sur scène. C'était pas prévu, mais on aime ça, les imprévus. C'est Mme Marguerite Maillet qui a vraiment fait un travail merveilleux au niveau du conte. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on fête... c'est elle qui a créé les éditions Bouton d'Or d'Acadie. Bravo! Et je demanderai à Mme Marguerite de venir nous voir sur scène, monter. Puis, pour une fois, c'est beau. On va la garder debout parce que c'est pour prouver que le conte en Acadie, il se tient debout. Puis il se tient debout d'une façon aussi féminine. Et j'aimerais que vous nous ayez le mot de la fin au niveau du conte parce que vous en avez long à nous dire là-dessus. Allez-y, Mme Marguerite. Le premier mot, c'était de dire la joie. Le premier mot, c'était de dire la joie que j'avais de revoir Sylvain Rivière. Après ça, je t'embrasserai, certain. J'ai publié son conte, La sirène des îles de la Madeleine. C'est une joie. Et je voulais revoir Melvin Galland, qu'on ne voit pas toujours, dont j'ai publié Les Tijans. Alors, pour moi, publier des contes, c'était l'émerveillement. C'est peut-être pour ça que je vieillis bien, parce que j'ai toujours vécu dans l'émerveillement des contes. Et je vous en souhaite une pareille. Super. Est-ce que vous pouvez finir avec un petit conte, même s'il n'est pas gros, parce que vous le symbolisez tellement. Un petit conte. Celui que j'aime beaucoup raconter aux enfants, c'est Le Petit Chaperon Rouge.
Parce que là, j'ai une poupée que j'ai achetée aux îles Philippines. Et ça, je dis aux enfants, ça montre que les contes sont lus partout, les mêmes. Les contes traditionnels, elles le connaissaient aux Philippines. Mais évidemment, chacun le raconte dans ses mots et il peut changer quelque chose parfois selon la culture. Au lieu d'un ours, ça peut être un lion, des choses comme ça, mais le conte reste le même. Et quand j'ai fini, je l'ai raconté l'autre jour à la maison de Saint-Norbert, qui est la maison étoile des enfants. Et le petit gars m'a dit, je dis toujours que c'est de la magie. S'il m'écoute bien, je ferai de la magie après. Il dit, c'est beau ta poupée, mais c'est pas de la vraie magie. J'ai dit non, c'est pas de la vraie magie, mais le conte est magique. Vous connaissez le petit chaperon rouge. C'est pourquoi je leur raconte, je leur dis toujours, le conte traditionnel, il commence toujours par « il était une fois » ou « une fois c'était ». Ça veut dire qu'il existe depuis longtemps, longtemps, longtemps. L'autre chose que vous devez savoir, le chiffre 3 est magique dans un conte. Toujours, toujours, 3 personnages. Si on voit au bois, on ira 3 fois, pas 4. Excepté si c'est un conte Micmac. Eux, leur chiffre magique, c'est 4. Alors, on ira 3 fois. S'il y a un concours, il y en aura 3. Donc, vous savez que le 3e, il faut que tout finisse. Et je leur raconte mon conte. Je pense bien que vous n'avez pas besoin que je vous raconte le conte du petit chaperon rouge. Si? Alors, une fois, c'était un petit chaperon. Une petite fille qui vivait avec sa maman. Pas? Puis, sa grand-mère lui avait fait un manteau avec un capuchon rouge. Puis, la petite fille trouvait son manteau puis son capuchon tellement beau qu'elle le portait tout le temps, tout le temps. Alors, on l'appelait le petit chaperon rouge. Là, une fois, sa maman dit, elle venait de faire des galettes, du miel, elle dit, « Ma petite fille, tu irais pas voir grand-maman? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, tu sauras si elle est bien, tu lui apporterais des galettes. »« Oh, maman, j'y vais tout de suite. » Elle prend son petit panier, puis elle court. Puis elle s'est dit, « Oh, moi, je vais ramasser des fleurs pour mettre dans mon petit panier. » Puis elle s'approche, et il y a un loup. Elle est habituée à voir d'un loup. Elle vit près d'un bois, ça ne l'énerve pas. Le loup dit, « Où vois-tu ma petite? » Elle dit, « Je vais chez grand-maman, voir si elle est bien, puis je lui apporte des galettes. » Oh, le loup. Le loup se dit, « Oh, moi, je vais aller voir la grand-mère avant que la petite arrive. » Puis elle part. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est ton petit chaperon rouge. Oh, mais tire la bobinette, la chevillette, Charra. Il tire la bobinette, puis quand elle voit ce grand nez-là, puis c'est pas mon petit chaperon, elle court se cacher dans une armoire. Puis là, le loup se dit, « Oh, j'ai pas pu avoir la grand-mère, j'attends la petite. » Il s'habille avec les habits de la grand-mère, robe de chambre, puis son bonnet, puis il se couche dans le lit. Puis là, il monte la couverture jusque-là. Puis la petite fille, elle continuait son chemin. Un bûcheron la voit, puis il dit, « Où vois-tu ma petite? » Elle dit, « Je vais chez grand-maman. » Il dit, « Oui, bien, ton grand-maman, elle est là. Faut pas que tu rentres dans le bois comme ça. Tu sais qu'il y a des loups, puis ça pourrait tourner mal. » Ah, elle se donne l'air, puis elle y va. Puis elle arrive. Toc, toc, toc. Qui est là? Mais c'est ton petit chaperon rouge. Mais tire la bobinette, la chevillette, Charra. La petite fille rentre. Elle dit, « Ben, grand-maman est malade. J'ai jamais vu grand-maman coucher dans le jour. » Alors, elle dépose son petit panier, puis elle avance pour voir sa grand-maman. Elle la regarde. Elle dit, « Ben, grand-maman, comme vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Ah, mais grand-maman, comme vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais grand-maman, comme vous avez de grands dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant. » Oh, Seigneur! La petite fille crie, puis elle court, elle se sauve. Puis la grand-maman, quand elle voit ça, elle sort de son armoire et le loup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il est découvert, il se déshabille, des habits de la grand-mère, puis il prend le champ.
Puis là, le bûcheron arrive, la grand-mère arrive, tout le monde s'embrasse, puis ils rentrent dans la maison. Et vous comprenez bien que les biscuits, on va en offrir au bûcheron. Bravo, merci beaucoup. Merci. C'était super. Merci.